Eh bien, salut à tous, c'est le Doc. Aujourd'hui, on va parler du péché capital de l'orgueil. C'est parti, générique. Comme vous devez le savoir, il reste désormais 2 épisodes pour conclure la série sur les 7 péchés capitaux. Un consacré à la luxure et un autre à l'orgueil. Et ça tombe bien puisque vous êtes justement en train de regarder ce dernier. Mais avant toute chose, qu'est-ce que l'orgueil? Il s'agit d'un individu orgueilleux qui va avoir tendance à se placer au-dessus des autres parce qu'il a une haute image de lui-même ou de ses capacités. Il faut savoir faire la distinction entre l'orgueil et l'égocentrisme. Quelqu'un d'égocentrique, c'est par exemple une personne qui va tout le temps parler d'elle. Vous parlez d'un sujet déterminé et d'un coup, il va faire le lien avec sa propre vie alors que ça n'a aucun rapport et que c'est particulièrement agaçant. Certes, ce sont 2 idées différentes, mais qui partagent quand même une matrice commune, qui est l'égoïsme, le narcissisme et très fréquemment un ego surdimensionné. Dans cette vidéo, je vais aussi bien vous parler de l'orgueil, mais également de thématiques en lien avec l'égoïsme. Pour qu'il y ait orgueil, il faut l'addition de 2 choses. À la fois un manque clair d'humilité, mais également un excès de confiance ou du moins de fierté. D'ailleurs, c'est l'hubris en somme, c'est cet excès de fierté qui entraîne l'orgueil. Saint Augustin disait que c'était la fierté qui avait transformé les anges en démons et que ça serait l'humilité qui transformerait les hommes en anges. Il faut toutefois nuancer le propos, dans la mesure où il n'y a rien de pire que d'être un faux modeste, mais il faut également être fier de soi, de ses capacités et de ce que l'on a accompli, parce que c'est fondamental pour notre propre bonheur et équilibre. Dans la Divine Comédie de Dante, il n'y a pas de cercle réservé aux orgueilleux. Cependant, on pourrait les placer à l'intérieur du 6e, celui des hérétiques. Pourquoi? Parce que Dante partait du principe que les orgueilleux étaient des hérétiques dans la mesure où ils se plaçaient au-dessus des autres, parfois même au-dessus de Dieu, parce que toutes les lois transcendantales ou toutes les règles en lien avec la religion, c'était pas pour eux, ils étaient au-dessus de ça, et par conséquent, ils étaient des hérétiques. De plus, pour Dante, le gros problème des orgueilleux, c'est qu'ils sont particulièrement fiers de certaines caractéristiques, par exemple l'intelligence ou le charisme. Ils pensent que ce sont des caractéristiques personnelles, alors que pour les croyants, ce sont des dons divins. Par conséquent, Dante juxtaposait les orgueilleux aux hérétiques, et leur châtiment est particulièrement cruel, puisqu'ils sont condamnés à être brûlés et enterrés indéfiniment. L'orgueil est donc un péché qui est très pris au sérieux à l'intérieur du christianisme. D'ailleurs, certains théologiens affirment que c'est le pire des 7 péchés capitaux, dans la mesure où on retrouve cette matrice de l'égoïsme que l'on retrouve également dans les 6 autres péchés. Par exemple, lorsque vous êtes gourmand, vous mangez avant les autres, vous avez envie de vous nourrir avant ceux qui ont peut-être faim. Les avares, c'est pareil, ils vont récolter de l'argent au détriment des plus démunis, de l'argent de manière excessive bien entendu. Et enfin, il y a ceux qui font montre de luxure, qui considèrent que le corps des autres c'est de la barbaque et que le leur par contre c'est au-dessus de tout, au-dessus des autres. Donc il y a cette matrice de l'égoïsme à l'intérieur même de l'orgueil et des autres péchés capitaux. C'est pour ça qu'il y a différents passages de la Bible qui sont très liés à cette notion d'orgueil. On peut par exemple parler de Lucifer. Lucifer, c'était un ange qui se prenait pas pour une merde, il pensait qu'il était au-dessus des autres anges, mais également de Dieu lui-même. C'est ce qui a entraîné sa chute, il est devenu Satan, par la suite il s'est transformé en serpent et a tenté Ève à ce qu'elle mange le fruit défendu, le péché originel, en jouant sur la corde de l'orgueil. Tu vas devenir l'égal de Dieu si tu manges le fruit défendu. Par la suite, il y a également l'épisode entre le Pharaon et Dieu lui-même, la confrontation entre les deux, parce que Pharaon est pour lui le seul Dieu vivant sur terre, il ne croit pas en Dieu et il va subir les 10 plaies d'Égypte. De ce fait, l'orgueil a une place de choix à l'intérieur du christianisme. Mais attention, toutes les civilisations ne considèrent pas l'orgueil comme un péché, une tare ou quelque chose de négatif. Au contraire, ça peut être même perçu comme une vertu, une qualité. Et c'est le cas, par exemple, de la civilisation japonaise. Il est possible de citer ce qu'on appelle le livre des samouraïs, le Hagakure, qui est un recueil des pensées de Yamamoto Tsunetomo, un ancien samouraï japonais. Pour lui, le bon samouraï devait être capable de sortir son orgueil de son fourreau, comme le katana, pour pas que l'orgueil finisse par rouiller.
Pourquoi? Parce que le bon samouraï doit avoir de l'orgueil. Il doit être capable de lutter contre n'importe quel adversaire, même si ce dernier est plus fort et plus puissant que lui. Pourquoi? Car le samouraï doit être fier de ses capacités, de ses méthodes de combat. Et c'est un moyen aussi de ne pas avoir peur de la mort. Parce que s'il est orgueilleux, s'il part du principe qu'il est au-dessus de ses adversaires, il a plus de chances de remporter les combats. Il faut toutefois noter que l'orgueil exagéré, l'excès d'orgueil, ça peut être quasiment de l'ordre de la pathologie. Et c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle le complexe de Napoléon, théorisé par le psychiatre autrichien Alfred Adler. Alors pour lui, plus un individu va faire montre d'orgueil, plus il va avoir un ego surdimensionné, plus ça signifie en parallèle qu'il manque cruellement de confiance en lui. Et pour Adler, c'est souvent lié aussi à des gens qui sont petits en taille, parce qu'ils compensent leur petite taille par un ego surdimensionné. Alors, bien entendu, cette théorie, elle est vivement critiquée, c'est pas du tout considéré comme une pathologie, et certains affirment que c'est de la psychologie de comptoir. Mais je pense qu'on a tous des exemples d'individus autour de nous qui sont particulièrement orgueilleux, et quand on gratte un peu, on se rend compte qu'en fait, eh bien, ils n'ont pas confiance du tout en eux, et c'est pour ça qu'ils sont comme ça. Adler se trompe également dans un petit détail, c'est qu'il appelle ça le complexe de Napoléon, en affirmant que Napoléon était petit, ce qui est une légende qui a été propagée notamment par les Britanniques et les différentes caricatures, alors qu'en réalité, Napoléon était dans la taille moyenne. Les gens disent ça parce que, en fait, Napoléon était souvent entouré d'une garde impériale avec des individus très grands qui, en plus de ça, portaient des chapeaux démesurés. D'où le contraste et d'où le fait que c'est rentré petit à petit dans l'histoire, comme quoi Napoléon était petit alors que c'est faux. L'orgueil, vu que c'est un péché capital qui est considéré comme particulièrement sérieux, il a irrigué notre inconscient collectif et donc certains arts, notamment la peinture ou la littérature. En peinture, on a ce qu'on appelle le courant de la vanité. J'en avais déjà parlé brièvement dans la vidéo sur Edgar Allan Poe. Les artistes représentaient des crânes ou bien des fleurs qui fanent ou de la nourriture qui commence à pourrir parce que c'était un avertissement aux grands de ce monde qui pouvaient penser qu'ils étaient au-dessus des autres alors que au final tout le monde est égaux devant la mort et tout le monde va y passer. Comme disait mon arrière-grand-mère, aussi haut que tu puisses être dans la société, tu finiras toujours par t'asseoir que sur ton cul. Et elle avait bien raison, qu'elle repose en paix. Très souvent, dans ces tableaux, on retrouve une femme allongée nue sur un divan. Ça, c'est une référence à la grande prostituée de Babylone, qui est un personnage des textes apocalyptiques de la Bible, et c'est considéré comme la personnification de l'orgueil, même si certains affirment que c'est plutôt l'allégorie de l'Empire romain. L'orgueil n'a pas seulement inspiré la peinture, puisqu'on retrouve ça dans la littérature, et surtout la littérature classique romantique. Pourquoi? Parce que l'orgueil, c'est toujours lié à la question de l'honneur, de l'aristocratie, de l'amour-propre, etc. Et je ne pouvais pas parler de cette vidéo sans mentionner Orgueil et préjugés, écrit par Jane Austen et publié en 1813. Qu'est-ce que ça raconte? Il s'agit du début de l'histoire d'amour entre Elizabeth Bennet et Monsieur Darcy. Monsieur Darcy, c'est un homme très riche, qui vient de la haute, mais qui est aussi très orgueilleux. Et il a tendance à mépriser Elizabeth parce qu'il la juge inférieure à lui. Sauf que le problème, c'est qu'il a des débuts de sentiments pour elle. Donc il est tiraillé entre son orgueil et les sentiments qu'il a pour Elizabeth Bennet. Mais en réalité, Monsieur Darcy, c'est un petit joueur à côté du personnage qui est au cœur de cette vidéo. Je veux bien sûr parler de Walter White de la série Breaking Bad. Si tu n'as pas vu Breaking Bad, qu'est-ce que tu fais encore là? Quitte cette vidéo, va regarder cette série et tu reviendras plus tard et tu m'en diras des nouvelles. Je vais être malheureusement obligé de la divulgacher, une partie de l'intrigue et notamment la fin, parce que c'est profondément en lien avec le péché capital de l'orgueil. Donc si tu l'as pas vu, va la voir, parce que je vais divulgacher à partir de maintenant. Qu'est-ce que ça raconte Breaking Bad? On suit les aventures de Walter White, qui est un professeur de chimie dans un lycée à Albuquerque au Nouveau-Mexique. Walter White, il a une vie assez fade, sans relief. Déjà, il fait un travail qu'il aime parce qu'il est passionné par la chimie, mais les élèves s'en foutent, ils se moquent même de lui, il a des difficultés financières, il est obligé d'aller laver des voitures à la fin des cours pour pouvoir toucher les deux bouts. À la maison, il a sa petite femme Skyler qui est celle qui porte la culotte, elle prend les décisions.
À côté de ça, Walter se tait et il applique. Et d'ailleurs, la relation sentimentale entre les deux n'est pas du tout bonne, puisque limite, si Walter a une branlette le soir de son anniversaire, c'est déjà le nirvana, c'est déjà grandiose. En parallèle, il a sa petite voiture, ses petits habits assez médiocres. Il a également son fils, qui en plus a un handicap. Et son fils a beaucoup d'admiration pour Hank, qui est le beau-frère de Walter et qui, lui, travaille à la DEA, l'agence antidrogue américaine. D'ailleurs, Hank aime bien se moquer de Walter par rapport à sa masculinité, parce qu'il faut le dire, Walter, il fait pas rêver. C'est un gringalet, il se tient voûté, et souvent, il fuit les conflits. Bref, c'est un Célestin, on peut le dire clairement. Ce qui est terrible avec Walter White, c'est qu'il a une vie assez triste, alors qu'en réalité, c'est un génie en chimie. Il est extrêmement bon dans son domaine, et là, tu dois te dire, mais putain, le doc, pourquoi Walter White, c'est un professeur de chimie dans un lycée de seconde zone, alors qu'il est très bon en chimie? Eh bien, Walter, il a fait une erreur dans sa jeunesse. À l'époque, il était fiancé à Gretchen et il était ami avec un certain Elliot. Les trois, ils ont fondé une entreprise. Walter et Gretchen, ils étaient très proches puisqu'ils étaient fiancés et un jour, Walter a été invité à l'occasion d'un week-end du 4 juillet chez la famille de Gretchen qui était particulièrement aisée. Le problème, c'est que Walter a complexé tout au long de ce week-end et en revenant, il a décidé de rompre les fiançailles et de vendre ses parts dans l'entreprise à Elliot pour la somme de 5000 $. Par la suite, Gretchen et Elliot se sont mariés, c'est le couple Schwartz et ils sont devenus très riches grâce notamment aux travaux de Walter, qui était à l'origine de l'entreprise. Et ça a provoqué en lui, bien entendu, un ressentiment énorme parce qu'il est passé à côté de quelque chose de juste extraordinaire. Il aurait pu devenir riche et faire quelque chose qui le passionne, c'est-à-dire travailler dans la chimie, au lieu d'être un simple prof dans un lycée de seconde zone. Bref, la vie de Walter, elle fait pas rêver, mais ça va être encore pire puisqu'il va apprendre un jour qu'il est atteint d'un cancer des poumons en phase terminale. Et là, on est aux États-Unis. Là-bas, si tu veux acheter un Doliprane, limite, il faut faire un prêt. Et on peut le dire, il est dans une situation très délicate parce que d'une, il ne peut pas payer sa chimio. C'est beaucoup trop cher avec le système américain en parallèle. Et en plus de ça, s'il décède, comment sa famille va subvenir à leurs besoins? Il faut bien que son fils aille à l'université, etc., etc. Donc, il est dans une situation financière très difficile et il ne peut pas se soigner. À ce moment-là, il y a le couple Schwartz qui, malgré tout, a de l'affection pour Walter, qui décide de lui proposer de payer ses frais médicaux. Et là, par orgueil, Walter refuse catégoriquement cette possibilité. C'est-à-dire qu'il avait une solution possible, mais tu vas voir qu'il va en trouver une autre. Parce que Walter, pour lui, il y a une porte de sortie, c'est la possibilité de cuisiner de la méthamphétamine, de la drogue donc, et il est très bon dans ce domaine, il a en fait les compétences requises pour le faire, et il va être aidé dans cette entreprise par Jesse Pinkman, un ancien élève à lui qui est également toxicomane. Donc Walter se dit qu'il vaut mieux cuisiner de la méthamphétamine, donc faire quelque chose de 100% illégal, au lieu de récupérer l'argent des Schwartz. Et lui, il se dit que rationnellement, c'est un bon choix, même si moralement c'est condamnable, parce qu'il faut bien que sa famille puisse sortir de ce gouffre financier dans lequel ils sont pour pouvoir vivre convenablement si Walter décède. À partir de ce moment-là, il va y avoir mille et mille péripéties et Walter White va commencer sa mue et il va devenir Heisenberg, un baron de la drogue qui pèse des millions de dollars et qui a tué beaucoup de personnes, et notamment ses pires ennemis. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des saisons, nous, spectateurs, on comprend que l'argument à la base de ce commerce de méthamphétamine, c'était pour la famille de Walter, alors qu'en réalité, Walter ne fait pas ça pour l'argent, c'est parce qu'il trouve une énorme jouissance à devenir quelqu'un, à devenir un homme respecté, craint parce qu'il est dangereux. Un homme qui, grâce à son intelligence et ses compétences, arrive à défaire ses ennemis, les Salamanca ou Gus Fring. Il y a une scène qui le souligne parfaitement, c'est quand Walter demande à un gars issu de la pègre de l'appeler par son nom, le gars répond Heisenberg, et on voit que ça remplit le petit cœur de Walter de joie.
Par orgueil, Walter refuse l'argent des Schwartz et ce qui est intéressant, c'est que quand il a eu son cancer des poumons, c'est à partir de ce moment-là qu'il est vraiment vivant. C'est à partir de ce moment-là qu'il chevauche le tigre et il y a une transformation même physique. Il se tient plus voûté, il tient tête à ses ennemis, son regard est devenu beaucoup plus pénétrant. Bref, il est devenu Heisenberg. C'était sa vocation. Il est possible de faire un lien entre la transformation de Walter White et certaines idées développées par Nietzsche. Je m'explique. Nietzsche a théorisé le concept des derniers hommes. En gros, il s'agit d'individus qui ne sont animés par rien, qui sont mous, qui font partie du troupeau, qui ont une morale d'esclave, qui cherchent la gratification instantanée et juste la jouissance. Ils ne réfléchissent pas sur le long terme, tout ce qu'ils veulent, c'est pouvoir consommer, jouir et répéter la boucle indéfiniment. Et en parallèle, Nietzsche a développé un autre concept, celui du surhomme. C'est celui qui rejette cette morale d'esclave, qui va créer son propre logiciel de valeur et qui va se dépasser. Attention, je ne dis pas que les actions de Walter White sont bien. Non, c'est pas bien du tout ce qu'il fait. C'est extrêmement condamnable parce qu'il tue, il fait des choses terribles tout au long de la série. Mais en réalité, il rentre dans cette caractéristique du surhomme nietzschéen dans la mesure où il crée son propre logiciel de valeur en partant du principe que rationnellement, il vaut mieux faire ce qu'il fait, c'est-à-dire faire de la meth que continuer sa vie plan-plan et accepter l'argent des Schwartz. Donc il rejette la morale des esclaves, qui est issue donc pour Nietzsche en partie du christianisme, pour embrasser sa carrière d'Heisenberg. Et au départ, Walter White, il fait partie des derniers hommes. C'est un mec plan-plan, qui a aucune envergure, il est abaffé au début de la série. Et voilà ce que Nietzsche dit de ce type d'individu. Je cite: « Il n'existe pas de créature plus répugnante et plus désolante au monde que l'homme qui a échappé à son génie et qui maintenant regarde furtivement à gauche et à droite, derrière lui et tout autour de lui. Il est tout extérieur, sans noyau, un sac de vêtements en lambeaux. » Le sac de vêtements en lambeaux, c'est Walter White au début de la série, mais qui finit par devenir Heisenberg. L'homme craint à la fois pour sa dangerosité et pour son intelligence. Il ne fait pas ça pour aider sa famille, il fait ça pour lui. C'est d'ailleurs ce qu'il dit à sa femme à la toute fin de la série. Alors bien entendu, son orgueil entraîne sa chute parce que à un moment de la série, il a la possibilité d'arrêter, il a suffisamment d'argent, il a mis en déroute la plupart de ses ennemis, mais non, il décide de continuer parce qu'il est bouffi d'orgueil. Il aime ça, il trouve une jouissance dans le fait que les gens le voient comme Heisenberg, celui qui synthétise de la méthamphétamine particulièrement pure. Le problème, c'est que l'orgueil de Walter a entraîné des choses terribles, il a causé des morts, des dommages particulièrement importants dans la société, notamment avec l'épisode de l'avion, et surtout il a entraîné la mort de son beau-frère qu'il aimait pourtant particulièrement, avec bien entendu sa famille qui a implosé, etc., etc. À la toute fin, il fait un barreau d'honneur pour sauver Jesse dans un dernier acte de rédemption. Et quand il meurt, lors de la dernière scène de la série, on le voit poser sa main sur une cuve et on comprend qu'il ne regrette absolument rien de cette nouvelle vie qu'il a menée par excès d'orgueil. Et c'est pour ça que Walter White est un personnage de la fiction particulièrement intéressant parce qu'il a nourri pendant tellement longtemps de la frustration qu'au final c'est son orgueil qui devient un moteur, le moteur, la source de sa transformation en Heisenberg. Maintenant que j'ai parlé de Walter White, il convient de répondre à une question assez simple. Comment vaincre l'orgueil? Et là je peux vous dire que c'est pas si évident que cela. Pourquoi? Parce que déjà, l'individu qui est orgueilleux, il pense qu'il est supérieur aux autres, que tout ce qu'il dit, c'est la vérité absolue, etc. Donc, c'est très difficile pour un orgueilleux de faire son autocritique et de se rendre compte lui-même qu'il est orgueilleux. Parce qu'il pense qu'il fait tout bien. Et même quand les gens autour de lui vont commencer à s'éloigner, il va pas comprendre. Il va partir du principe que ce sont eux le problème et que c'est absolument pas lui. Donc, si vous avez dans votre entourage proche des gens orgueilleux, il faut savoir le leur dire parce que c'est leur rendre service à eux, mais aussi à vous directement. Et si vous-même, vous subissez plusieurs fois des remarques de gens qui sont très proches de vous et qui veulent que votre bien et qui vous disent « oui, tu es orgueilleux » plusieurs fois, une fois, deux fois, trois fois,
commencez-vous par vous poser les bonnes questions. Il faut dire à celui qui fait trop preuve d'orgueil que déjà les gens, dans leur grande majorité, ne vont pas se souvenir de lui, et surtout que ceux qui éventuellement vont se souvenir de l'orgueilleux, ce sont ses proches, et qu'il vaut mieux que ces derniers aient une bonne image de celui qui fait preuve d'orgueil. C'est pour ça qu'il faut arrêter avec cette fierté, parfois trop mal placée. Le problème avec l'orgueilleux, c'est qu'il ne fait jamais son autocritique, et c'est agaçant parce que lorsqu'il va avoir des victoires, il va penser que c'est que grâce à lui, et lorsqu'il va y avoir des échecs, c'est à cause toujours d'un tiers, car il est dans l'incapacité à se remettre en question, à se poser devant un miroir et se dire « Non, là t'as déconné, là c'était pas bien et t'as été mauvais ». Bien entendu, comme je l'ai dit tout à l'heure avec le complexe de Napoléon, parfois ça cache une forme de manque de confiance, et il y a un autre processus qui se crée avec l'orgueilleux, c'est que plus son orgueil va être impacté, plus il va le renforcer, plus sa fierté va être touchée, plus il va avoir tendance à en faire d'autant plus. Même si la fierté excessive c'est jamais bon, il ne faut pas non plus manquer de fierté, parce que la fierté ça reste quand même la colonne vertébrale d'un homme ou d'une femme. Il faut savoir être fier de ce que l'on a accompli dans notre vie, et il faut savoir rendre hommage à ceux qui nous ont aidés dans certaines étapes de notre vie. Si par exemple vous avez des succès personnels qui dépendent vraiment que de vous, objectivement, vous devez être fier de ça. Et si des gens vous ont aidé dans des moments où après vous avez eu des victoires, il faut savoir leur dire merci. Parce que c'est extrêmement important. Certaines de nos plus belles victoires, elles sont en partie dues à une notion de collectif. Parce que vous avez eu un soutien moral, financier, peu importe, mais au moins des gens ont été là pour vous. Car au final, il y a très peu de choses dans la vie que l'on affronte vraiment seul de A à Z. Par contre, c'est vrai que dans votre vie, si vous avez une série de victoires qui est liée directement à vous, à votre travail, à votre abnégation, il va falloir se méfier de certains discours d'individus qui vont vous dire que vous avez pris la grosse tête, que vous êtes orgueilleux, etc. Là, il va falloir faire une auto-analyse, savoir si c'est vrai ou pas, et surtout savoir de qui ça vient, parce que des fois, quand vous allez avoir certaines caractéristiques de l'intelligence, du charisme, etc., certains, par jalousie, vont vouloir vous traîner dans la boue. De plus, il ne faut pas tomber dans un autre piège, celui de la fausse modestie, parce que c'est pervers derrière. On souhaite juste que les gens disent « Ah, regardez à quel point il est modeste, etc. » Alors qu'au final, vous devez analyser chacune de vos victoires. Est-ce que celle-ci, elle est personnelle ou est-ce que celle-ci, elle est collective? Et si votre victoire est personnelle, vous devez être fier de dire « Oui, j'ai réussi parce que j'ai su faire ça ou ça et que c'est grâce à ces capacités et à mon travail que j'ai gagné tel ou tel prix. » Et pas de suite dire « Non, mais j'étais pas si bon que les autres. » Non, vous l'avez été et il faut savoir le dire et l'affirmer et donner éventuellement des conseils à des gens qui veulent prendre le même chemin que vous. Voilà les barons, j'espère que cette vidéo sur l'orgueil vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, commenter, à partager et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était le Doc. Ciao les barons.